Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment heureuse de pouvoir m'adresser à vous aujourd'hui et de vous parler des femmes africaines. Je suis Maïmouna Diallo, économiste d'origine guinéenne. Je suis également une militante qui s'est longuement investie dans la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, notamment auprès de Dulcie September, ancienne représentante de l'ANC en France. Mon propos aujourd'hui est de vous parler de la place des femmes africaines parmi ces femmes de valeur qui ont marqué l'histoire des quatre coins du monde, comme le dit si bien votre affiche. Et je souhaiterais développer mon sujet en mettant l'accent sur deux points qui me semblent essentiels. D'une part, je voudrais aborder la question du discours négatif véhiculé sur les femmes africaines que nous devons, à mon sens, absolument déconstruire. D'autre part, je voudrais présenter la réalité des femmes africaines que nous devons, par contre, vraiment dévoiler. Et je me propose de le faire, tout d'abord, et c'est primordial, en rendant hommage à quelques-unes de nos héroïnes qui sont des vraies sources d'inspiration pour chacune de nous. J'aborderai ensuite ce que j'appelle le paradoxe de la situation des femmes africaines. Et je partagerai enfin avec vous quelques pistes de solutions que je tire notamment de ma propre expérience. L'hommage à nos héroïnes. En parlant de la lutte des femmes africaines, de nos héroïnes, on ne peut pas ne pas mentionner le nom de Winnie Mandela, qui nous a malheureusement quittés il y a peu. Winnie Mandela, le fer de lance de la lutte anti-apartheid, l'infatigable résistante et militante de la libération du peuple sud-africain. Vous savez, j'ai rencontré Winnie en Afrique du Sud. J'étais allée la saluer à Soweto avec des camarades. J'étais donc dans la cour de sa maison au moment où elle gare sa voiture. Elle en descend et se dirige vers nous, mais je me rends compte qu'elle a le visage fermé. Elle me jette un regard qui me fait littéralement penser que j'étais en face d'une lionne. Ensuite, une de mes camarades me présente et explique les raisons de ma visite. Et d'un coup, Winnie s'est détendue et nous avons finalement passé un très agréable moment ensemble. Mais cette rencontre m'avait vraiment marquée parce que j'avais eu là un aperçu de l'effet du système d'apartheid sur les militants. Et je comprenais donc comment et pourquoi une femme comme Winnie devait être en permanence sur le qui-vive et sortir ses griffes automatiquement comme mécanisme de défense. Winnie, comme toutes les femmes africaines en Afrique du Sud, subissait une triple oppression de race, de sexe et de classe. Mais elle devait affronter une difficulté supplémentaire, celle d'épouse de Nelson Mandela et de surcroît pas une épouse soumise subissant les coups sans réagir. En effet, Winnie Mandela a affronté l'apartheid au quotidien. Vous savez, lorsque Nelson Mandela était incarcéré, le régime d'apartheid qui voulait briser l'esprit de la lutte du peuple sud-africain avait interdit jusqu'au simple fait de prononcer le nom de Mandela. Winnie va donc se battre et réussir à garder vivante l'image de Nelson Mandela dans l'esprit des Sud-Africains. Et ceci pendant les 27 années de prison de celui-ci. Et Winnie va payer très cher son combat, son engagement. La répression brutale du régime d'apartheid va s'abattre sur elle et lui infliger prison, perte d'emploi, torture, astreinte à domicile, bannissement même du lieu où elle résidait. Tout ceci alors qu'elle était seule à élever ses enfants. Mais Winnie ne plie pas. Elle n'a jamais plié.
plus elle était réprimée, plus elle était déterminée dans son combat et développait cette force qui la rendait indomptable. C'est ainsi que durant toutes ces années, Winnie s'est muée en une véritable icône de la résistance et a réussi à créer des liens indéfectibles avec la population noire. Winnie Mandela nous laisse réellement en héritage l'image de l'insoumission et de la persévérance. C'est comme ça, à mon avis, que nous devrions célébrer sa mémoire. Et je me réjouis réellement qu'aujourd'hui, ici, le nom de Winnie Mandela figure parmi celles que vous voulez honorer. Mais vous savez également, en honorant Winnie Mandela, il ne faut pas oublier qu'elle continuait en fait le travail de lutte de nombreuses femmes africaines, et notamment celles qui ont connu malheureusement un destin plus tragique, car elles sont mortes au champ d'honneur du combat. Et je pense notamment à Dulcie September, la plus chère à mon cœur, celle auprès de qui mon engagement politique a pris tout son essor. Dulcie a été tuée à Paris, où elle dirigeait le bureau de l'ANC, de 5 balles tirées à bout portant. Elle a payé ainsi de sa vie son engagement politique. Auprès de Dulcie, j'ai appris notamment le respect de la discipline au sein d'une organisation, le souci du détail et du travail accompli, comment m'investir en tant que femme dans la lutte, comment faire face concrètement à l'adversité. C'est vraiment un honneur pour moi d'avoir côtoyé et travaillé avec Dulcie September. Mais alors pourquoi est-ce que je parle de paradoxe? En fait, vous savez, ces héroïnes que nous célébrons, à juste titre, elles n'ont pu émerger à chaque étape de notre histoire que grâce à la lutte de millions de femmes anonymes et invisibles. Notre force, en fait, en tant que femmes africaines, ce sont ces millions de femmes ignorées qui, chaque jour, pied à pied, font face à l'adversité d'où qu'elles viennent. Nous, les femmes africaines, nous n'avons en fait jamais failli à prendre notre responsabilité, que ce soit au niveau politique, social ou économique, chaque fois que la situation l'imposait. On l'a vu dans le domaine de la santé, le cas du sida, de Ebola, dans le domaine de l'éducation de nos enfants, dans le domaine économique. Saviez-vous par exemple que devant la difficulté d'avoir un travail salarié, les femmes africaines faisant preuve d'une grande capacité d'imagination et d'innovation se sont tournées vers l'entrepreneuriat au point qu'aujourd'hui, l'Afrique occupe la première place au monde en termes d'entrepreneuriat féminin. Quand on sait que le développement des entreprises est un moteur essentiel de la croissance économique et de la création d'emplois, imaginez ce que les femmes pourraient accomplir pour le développement économique de notre continent si elles pouvaient pleinement réaliser leur potentiel. Et c'est là que se situe ce que j'appelle un paradoxe. Il y a en effet, selon moi, quelque chose de vraiment étonnant lorsqu'on compare d'un côté le rôle, l'implication, la capacité des femmes africaines et de notre côté le statut peu élevé en Afrique. Leur statut peu élevé en Afrique. Malgré donc toutes les luttes que nous avons engagées et gagnées, comment se fait-il que l'image qui est généralement véhiculée sur les femmes africaines les réduit encore et toujours à des personnes soumises, effacées, passives, invisibles? Comment se fait-il que les femmes africaines continuent de faire face à autant d'obstacles qui entravent leurs avancées, et ce, dans pratiquement tous les domaines? Nous-mêmes, femmes africaines, de manière consciente ou non, nous avons parfois tendance à intérioriser et à reproduire certains stéréotypes sur nous-mêmes, ce qui nous amène
à craindre de prendre le pouvoir, d'avoir peur de parler en public et même, je dirais pire, de vouloir agir en homme, comme les hommes, au lieu d'apporter notre propre contribution, notre propre vision en tant que femme. D'ailleurs, je voudrais m'arrêter sur un aspect particulier concernant ces contraintes dont nous faisons face. Celui qui pointe du doigt les traditions africaines comme une des causes de ce qui contribue à maintenir les femmes dans un état de soumission. Il est vrai que des références négatives sont souvent relevées dans ce sens. Mais on peut quand même se demander pourquoi, dans nos traditions africaines, il n'y aurait que des références négatives sur les femmes et rien de positif. Pourtant, l'histoire des peuples africains raconte autre chose. Ainsi, par exemple, la charte du Mandé, édictée en 1235 par Sundiata Keita. La charte mentionne à l'article 16, et je cite, les femmes, en plus de leurs occupations quotidiennes, doivent être associées à tous nos gouvernements. Donc, en 1235 déjà, l'implication des femmes dans les prises de décisions politiques ou pour des questions graves concernant la société était un droit reconnu. Les femmes du Mandé étaient d'ailleurs regroupées dans de puissantes associations qu'on appelait les Nyagamoussa et leurs avis étaient recueillis quand il y avait problème au village. Comment comprendre donc qu'aujourd'hui, les femmes africaines soient exclues des processus de prise de décision et qu'une des justifications se trouverait dans la tradition? Je pense qu'en fait, nous avons accepté d'emblée le discours selon lequel nos traditions étaient forcément négatives pour nous les femmes, ce qui nous empêche en fait justement de nous baser sur elles pour notre émancipation. Alors que faire? Quel devrait être notre rôle en tant que femme? La première chose, à mon avis, c'est que nous devons convaincre les hommes, mais également les femmes, que l'égalité entre hommes et femmes n'est pas essentiellement une affaire de femmes. Ce n'est pas non plus seulement une question morale. En fait, la participation égale des femmes et des hommes dans tous les domaines de la société est nécessaire et fondamentale pour non seulement développer nos pays, développer notre continent, mais également instaurer et consolider la démocratie. Pour y arriver, il me semble indispensable de favoriser un partenariat entre les femmes et les hommes pour que chacun et chacune profite à parts égales des ressources de la société et participe à part entière à son développement. Nous devons également déconstruire le discours négatif sur les femmes africaines. Montrons partout que nous, les femmes africaines, nous ne sommes pas que des victimes des souffres-douleurs sans défense. Revoyons notre histoire et racontons-la différemment. Montrons que la tradition peut et doit également être utilisée à notre avantage pour notre émancipation. Débarrassons-nous enfin de cette forme d'autocensure qui nous freine. Il y a lieu également, selon moi, de rendre visibles les femmes africaines. Et je pense également que toute action dans ce sens, toute action sur, à propos, pour, avec, etc., les femmes africaines, nécessite un profond travail, un sérieux travail d'identification au préalable. Il faut savoir donc se poser les bonnes questions. Il faut savoir déterminer précisément de quelles femmes africaines on parle précisément. Où sont-elles, ces femmes dont on parle? Dans les campagnes, en ville? Si elles sont en ville, par exemple, font-elles partie de la classe moyenne? Oui, non? Dans quelle activité sont-elles engagées? Comment sont-elles organisées?
Quelle stratégie mettent-elles en œuvre, etc. C'est en fonction de la réponse à ces questions que l'on est mieux placé, mieux outillé pour savoir comment réagir et pour appuyer les femmes africaines. Et pour conclure, je dirais qu'il importe en fait peu que les femmes n'interviennent pas, par exemple, directement en politique. On a vu qu'elles sont engagées un peu partout. Et c'est d'ailleurs ça notre force. Nous, les femmes africaines, nous sommes partout. Ce qu'il faut, à mon avis, c'est de fédérer ces luttes pour qu'elles aient une base commune visant un objectif commun. Lequel objectif doit être celui de l'autonomisation des femmes dans ce qu'elles font, quel que soit le secteur dans lequel elles sont engagées, individuellement ou collectivement. Mais de la même manière que je suis résolument convaincue de la capacité des femmes africaines de changer les choses, même si le chemin est long, même si le chemin est difficile, semé d'embûches, je n'ai aucun doute sur le fait que vous, ici présentes, dignes femmes africaines du Burundi, vous y arriverez. Merci de m'avoir écouté. Je vous salue et vous dis bravo pour bonne continuation pour vos travaux. Au revoir.